ça peut remettre en cause des carrières, ça peut remettre en cause des choses. Mais ce qui est important, c'est pas de tout foutre en l'air, c'est d'être conscient de ces choses-là pour, encore une fois, vivre des choses qui nous rendent heureux avec notre temps. Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui montre que quand tu fais des choses qui te rendent heureuse, eh bien, tu as l'impression que le temps passe moins vite. Donc, dans ces illusions de perception, bizarrement, plus tu fais des choses qui te plaisent dans ta journée, pas forcément qui te comblent de joie, mais qui te plaisent et qui ne te déplaisent pas, du moins, eh bien, plus tu as l'impression que le temps passe un peu plus lentement, qu'il est dense, que tu as du temps pour tout ça. C'est cool. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, saviez-vous que la clé d'une peau éclatante et d'articulation en pleine forme pouvait se cacher dans un œuf ? C'est la belle promesse de notre fidèle partenaire, Oimine, qui nous offre une solution aussi surprenante qu'efficace, Oimine collagène végétarien. Vous avez sans doute déjà entendu parler du collagène marin, un allié précieux largement promu pour ses bienfaits anti-âge. Mais il existe une alternative végétarienne tout aussi puissante, la membrane de coquille d'œuf, un concentré naturel de collagène d'acide hyaluronique et d'élastine, parfait pour prendre soin de sa peau et de ses articulations. Et ce n'est pas tout. Le collagène contenu dans Oimine collagène végétarien est issu d'un sourcing durable et éco-responsable, valorisant les biodéchets industriels. En effet, il émet jusqu'à 10 fois moins de CO2 que le collagène bovin. Autrement dit, c'est bon pour nous et pour la planète. Découvrez Oimine collagène végétarien sur www.oemine.fr, oemine.fr et profitez-en pour télécharger gratuitement leur protocole anti-âge végétarien. Et si on ralentissait pour gagner du temps ? Dans un monde où chaque seconde semble compter, où l'on court après le temps sans jamais le rattraper, la question paraît provocante. Elle est pourtant fondée. Mon invité en a fait un mode de vie, revisitant son rapport au temps pour vaincre sa procrastination et avancer sur tous les projets qui le motivent, et Dieu sait s'il en a. Mentaliste, il sait comment déjouer les pièges dans lesquels notre cerveau tombe trop facilement. Il partage ses conseils et son expérience pour reprendre la main sur nos journées dans son tout nouvel ouvrage. Ce livre vous fera gagner du temps, paru aux éditions First. Il vient aujourd'hui partager ses conseils, sa méthode et ses astuces qui marchent vraiment pour réinventer notre quotidien et enfin nous réconcilier avec le temps qui passe. Je suis ravie de retrouver dans Métamorphose Fabien Olicard. Bonjour Fabien. Salut Anne. Ça va ? Moi, ça va très bien. Je suis toujours content qu'on discute ensemble. Partager après ces petits problèmes techniques qui fait qu'on démarre un petit peu en retard, on est à distance. Je le redis, on ne s'est jamais rencontrés en vrai. Non. Mais moi, je doute de ton existence, moi. Je commence à me poser des questions. Ouais, c'est ça. Tu pensais que j'étais une voix d'IA, mais aujourd'hui, on se voit puisque c'est enregistré de cette manière-là pour les personnes qui nous suivent sur YouTube. Alors, dans ton ouvrage, ton tout nouvel ouvrage, tu annonces tout de suite la couleur. Tu dis que tu es, je le disais en intro, tu dis que tu es un procrastinateur abstinent. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Quel était ton rapport, comme ça, plus jeune au temps ? Et qui est toujours d'ailleurs le même aujourd'hui. J'ai cette fâcheuse tendance à repousser les choses, à repousser au lendemain. C'est ça le procrastinateur ou la procrastination d'une manière générale. Je crois qu'on l'est tous un petit peu déjà de base pour les choses qui nous encombrent un petit peu mentalement. Sauf que moi, j'avais soif de beaucoup d'expériences et de connaissances dans ma vie et c'est pas compatible avec le fait de procrastiner en permanence. C'est-à-dire que dès que j'avais pas de temps, je notais tout ce que je ferais quand j'aurais du temps et dès que j'avais du temps, je le faisais pas en fait finalement. J'ai commencé à m'intéresser à la gestion du temps avant le rapport au temps. Et puis, j'ai trouvé plein de méthodes. C'était génial, les méthodes. Sauf que qu'est-ce qu'un procrastinateur fait d'une méthode ? Il procrastine et il la fait pas non plus, donc ça marchait pas. Ouais. Donc, j'ai admis quelque chose de simple, que comme les failles addictives, telles que l'alcoolisme, par exemple, eh bien, je serai toujours procrastinateur, que je le veuille ou non. Et une fois que j'ai admis ça, je me suis dit, maintenant, comment je fais pour être abstinent ?
Oui. de la procrastination. Et en fait, il faut des méthodes douces et surtout, au-delà même des astuces, même s'il y en a qui sont très utiles, il faut que je comprenne ce que c'est ce temps qui passe. Et si je comprends profondément les choses, évidemment que je vais m'y adapter différemment. Je me suis demandé d'ailleurs en te lisant si tu as une forme de trouble de l'attention d'une manière ou d'une autre qui allait avec cette procrastination. Avec Alors, ouais, avec avec un l'hyperfocus et TDAH, le bien ouais, sûr. ça, avec type TDAH. Oui. Il y a un point commun, j'ai pas de trouble de l'attention, mais effectivement, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a un pont qui relie le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et la procrastination, qui est la dopamine quand même. C'est-à-dire que le procrastinateur va repousser les choses qui lui génèrent pas de plaisir immédiat, qui lui génèrent pas de dopamine. Et c'est cette même dopamine qui fait que quelqu'un qui a un trouble de l'attention va aller papillonner à droite, à gauche pour se stimuler en permanence. Donc ça, c'est le point commun, mais la différence, c'est que la persévérance peut aller quand même avec le procrastinateur. Le procrastinateur, en fait, va toujours quand même faire quelque chose pour s'éviter de faire autre chose. D'ailleurs, c'est une parenthèse intéressante, c'est-à-dire que le procrastinateur ou la procrastinatrice n'est pas feignant ou feignante. C'est pas quelqu'un qui est dans son canapé en train de dire oh je le ferai plus tard. Non, c'est quelqu'un qui se surcharge de choses inutiles à faire pour ne pas avoir le temps de faire les choses utiles, importantes, et de se dire à la fin, oui, mais bon, j'ai de quoi me justifier mentalement à moi-même, j'avais pas le temps parce que j'étais en retard à mon rendez-vous, parce que c'était aujourd'hui qu'il fallait que je nettoie la tâche qu'il y a sur mon mur depuis 6 mois, Mm. et en fait, c'est juste que j'avais pas envie d'aller au rendez-vous. Donc voilà, la dopamine, c'est un peu quand même ce qui relie les deux, mais un TDAH peut être procrastinateur ou pas, oui. C'est ça pour toi qui a aussi défini ton rapport au temps. Il est né en fait de ce constat de procrastination. Est-ce que ce fil du temps vient de là? Il vient complètement de là, tu as tout à fait raison. Et du coup, d'une angoisse qui est née en même temps que ce constat-là, j'étais au lycée, de me dire, mais quand est-ce que j'aurai le temps d'être heureux? Parce que finalement, je procrastinais des choses qui étaient censées me faire générer un certain niveau de bonheur, ou en tout cas d'apaisement dans ma vie. Mm. Et je voyais ce temps filer, et moi j'ai une conscience qui est exacerbée, je ne sais pas, mais en tout cas extrêmement claire, de ma finitude. C'est-à-dire, je sais que je ne suis pas éternel, je n'ai pas peur de la mort, j'ai pas hâte de la mort non plus, mais je sais que j'ai une date de péremption comme tout Mm. à chacun, demain en traversant la rue ou le plus tard possible. Et du coup, je me disais, mais ça file et c'est irrattrapable ça. Et alors ça m'a mis une angoisse de, ok, j'ai pas le temps de pas être heureux. Et c'est là-dessus que tout s'est déclenché dans mon rapport au temps, au point de me fasciner encore aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, ce déclenchement, je suis encore dessus, quoi. D'ailleurs, je me suis posé la question aussi, parce que tu parles de ton rapport à la mort, cette hyper-conscience, elle n'est pas partagée forcément par tous les humains. C'est-à-dire que chez Ouais, certains, ça arrive plus tard. C'est-à-dire qu'ils oui. ils se disent ah merde, je suis mortel quand ils passent la cinquantaine, la soixantaine, etc. Parce que physiquement, ça se voit plus, enfin, sur plein de critères. Chez toi, cette hyper-conscience, tu sais d'où elle vient? Enfin, tu as une idée ou pas du tout? Non, c'est vraiment 15-16 ans. J'ai la période, je sais que c'est au lycée, je sais que je suis entre la seconde et la terminale, et, euh, et je vais lire des livres là-dessus. Je vais lire d'ailleurs des livres de religion. Moi, je ne fais pas partie d'une famille religieuse. Je vais lire la Bible, je vais feuilleter le Coran, je vais feuilleter le livre des morts. Je veux savoir comment c'est traité à l'époque, etc. Je ne suis pas devenu croyant, je n'ai pas de croyance particulière, mais je m'y intéresse à ce moment-là. Et je me souviens de ma mère qui trouve les livres et qui me dit, mais ça va pas, tu veux qu'on en parle? Je dis, non, Ouais. non, mais je veux savoir comment les autres traitent ça, quoi. Moi, j'ai compris ça, que j'avais à peu près 70-80 ans à exploiter, si je m'en tiens à la moyenne nationale. Et du coup, je veux le comprendre pleinement, quoi. Je veux pas gâcher ça. Mais je n'ai pas le souvenir d'un événement particulier. Alors peut-être qu'il y a eu un prof de philo qui a eu les bons mots. Je me souviens de Monsieur Favre, s'il nous écoute, mon prof de philo de l'époque, qui était très inspirant et qui générait plein de pensées connexes à la leçon du jour. Alors je me dis peut-être il a dit des choses qui m'ont marqué. Un prof de maths, Monsieur Pernel, qui se reconnaîtra s'il nous écoute, qui parlait beaucoup de l'infini avec une notion un peu philosophique derrière. Donc je pense que c'est tout cet apport de connaissances à l'époque qui m'ont fait conclure mais enfin, comment ça se fait qu'on se fait cette espèce d'illusion collective et de mensonge collectif de
tout ça est éternel, chut, chut, ne parlons pas de la fin, c'est un peu tabou, encore aujourd'hui. Là, peut-être des personnes qui nous écoutent se disent « Oh là là, Anne et Fabien, ils sont un peu glauques de parler de ça. » Alors que c'est ni glauque ni positif, c'est juste réaliste. C'est une forme de lucidité, c'est dur de courir un marathon, voilà, c'est réaliste. Eh bien, en autre chose réaliste qu'il y a dans la vie, il y a une fin potentielle qui nous oblige et qui nous responsabilise sur ce qu'on fait du coup de notre temps, quoi. Ouais, alors on en reparlera tout à l'heure, on parlera de techniques liées à ce fameux memento mori, cette conscience de notre finitude. Tu parlais de marathon d'ailleurs, je crois que tu en as couru 2 cette année, hein, c'est ça? Trois en moins 3. d'un an, ouais. Ouais. 3 en moins d'un an, c'est beaucoup quand même pour le corps, hein. C'est beaucoup pour eh ben, pas tant que ça parce que, je suis un coureur du confort. Donc je ne cherche pas une performance Ouais. incroyable. Comme souvent j'ai des spectacles la semaine qui suit le marathon, je Mmh. suis obligé de réduire un petit peu je fais pas de mon mieux, en fait. Je fais de mon mieux dans ma situation, ce qui fait que quand même j'ai pas un traumatisme du corps. Moi, je marche le lendemain. J'ai un peu mal, mais je marche sans difficulté le D'accord. lendemain. C'est pas le cas de mes amis qui courent avec moi et qui vont chercher leur meilleure performance. Mmh. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que tu es très occupé et on sait que tu fais des spectacles, que tu écris des bouquins, voilà, tu as de multiples Vidéo, activités. conférence, Tu fais tout des ça. vidéos, des conférences et tu as couru, tu dis 3 marathons en moins d'un an et pourtant tu nous affirmes que le manque de temps est une illusion et que finalement et pourtant je ne pense pas que tu dormes 2-3 heures par nuit, enfin c'est Ah pas le non, 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 surtout sentiment, que pas. tu donnes, hein, parce que tu parles aussi de sommeil dans l'ouvrage et en tout cas c'est pas une affirmation que tu as. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien que tu nous décortiques parce que, finalement, ça peut être, difficile à entendre que le temps est Ouais. une illusion. Oui, je suis d'accord avec toi, d'autant plus que là, je l'ai vécu avec la sortie de ce livre. J'ai des personnes que je connais depuis très longtemps qui me disent: «Ah là là, c'est quoi ton secret pour avoir toujours le temps de faire plein de trucs?» C'est Qui, ça. après avoir lu le livre, m'ont dit: «Non, mais ça peut pas être ça, le secret». Et j'ai dit: «Mais vous croyez que j'ai des secrets à moi que je garde précieusement et que j'ai une télécommande qui arrête le temps?» Pas du tout. Donc effectivement, il y a 2 manières de voir le manque potentiel de temps. Soit on n'a pas le temps de faire une activité qu'on souhaite faire depuis un moment, et là, ça peut être un problème d'organisation. Et donc là, il y a des astuces pour régler la gestion de son temps et l'organisation de son temps dans la vie professionnelle ou personnelle. L'exemple concret que je donne pour ces marathons, moi qui courais pas avant, il a fallu que je cale 3 entraînements par semaine. C'était impossible dans mon agenda. C'est devenu possible le jour où j'ai commencé à les mettre dans mon agenda avant le reste. Voilà, c'était une question de priorité. Donc Mmh. ça, il y a toujours des solutions dont on peut parler. Et puis il y a une deuxième chose, un deuxième courant, c'est celui dont tu parles. On a l'impression de jamais avoir assez de temps. On court après le temps. On a l'impression de courir après les minutes. Le temps passe vite. Et là, c'est souvent une question d'illusion et de perception du temps. C'est très dur à entendre pour quelqu'un qui a 2 enfants en bas âge, par exemple, qui cravache toute la journée et qui dit: «Oui, oui, t'es bien gentil, mon ami, mais viens dans ma vie et tu verras que c'est pas une illusion». Je veux bien entendre que la vie soit extrêmement rythmée et que c'est très dur de mettre des choses en place, mais il n'empêche que notre cerveau est assez mal configuré pour percevoir le temps qui passe et qu'on est biaisé de plein de manières. Je vais donner un exemple concret qu'on connaît tous. 1 heure n'est pas égale à 1 heure. Quand on fait quelque chose que l'on apprécie, on ne voit pas le temps passer. Je suis incapable de dire depuis combien de temps on a démarré cette conversation, parce qu'elle m'intéresse, c'est cool de parler avec toi. Par contre, si je dois appeler le centre des impôts pour avoir un renseignement, c'est quelque chose qui me déplaît profondément, je vais avoir l'impression d'avoir pris 1 heure de mon temps alors que l'appel a pris 5 minutes. Donc Oui. on voit déjà que nos perceptions de dilatation temporelle sont un petit peu différentes. Et puis, notre avancée dans la vie aussi tronque ça. Je donne un exemple concret. Quand tu as 5-6 ans, ton année scolaire, Mazette, elle représente ta vie entière. Oui. C'est-à-dire que tes 2 mois de vacances, c'est déjà une éternité. Et alors c'est normal parce qu'à 5-6 ans, tes 2 mois de vacances correspondent à 3% du temps que tu as vécu. T'imagines? C'est plus de 15%, 20% ton année scolaire. Quand tu as passé les 40 ans, une année entière, c'est ça 3% de ta vie. Et même moins, 2% de ta vie. Donc en fait, plus le temps passe, plus notre cerveau perçoit les durées en fonction du temps que nous avons passé sur Terre. Donc tout semble un peu ridicule parce que on est là depuis 40 ans, 45 ans, 50 ans, etc. Et que ça va sembler filer de plus en plus rapidement. Donc ces prises de conscience-là, elles nous permettent déjà de savoir que ça peut être des sentiments et qu'on peut trafiquer ces sentiments-là. Par exemple, Mmh. il y a un petit hack que j'aime bien faire, qui a extrêmement bien marché sur moi et je vous le recommande, c'est faire semblant d'avoir du temps.
Alors ça, c'est formidable. Faire semblant d'avoir du temps, ça veut dire ne pas courir, ne pas être stressé, ne pas stresser son entourage et se forcer à rester calme. Si vous êtes en retard, ça va vous faire perdre 1 minute supplémentaire. Vous ne serez pas plus en retard et vous ne serez pas moins en avance. Mais vous aurez généré quelque chose de très intéressant autour de vous et dans votre charge mentale et dans votre consommation d'énergie. Parce que finalement, je suis très pipelette, mais je vais aller au bout de cette pensée-là, le temps est lié à l'énergie. Et notre première erreur, c'est d'organiser notre temps en fonction d'un agenda d'horaire, alors qu'on devrait organiser son temps et ses activités, pro ou perso, en fonction de son énergie disponible ce jour-là. Hmm. Et finalement, quand on a des journées où on dit « Ah, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais je suis KO », c'est pas un manque de temps, c'est un manque d'énergie. Et quand on respecte mal son temps, on respecte en fait souvent mal son énergie. Donc quand je fais semblant d'avoir du temps, je respecte mon énergie. Et on verra justement comment serrer un peu l'urgent de l'important, etc. On reviendra sur la fameuse matrice d'Eisenhower. Avant ça, je trouvais ça important de revenir sur ce que tu as dit. Sur les enfants, c'est 3% en fait de leur vie. Et toi, dans l'ouvrage, tu parles du temps que tu as passé avec ta mère et qui te reste avec elle. Et on peut faire ça avec nos parents, avec nos conjoints, nos frères et sœurs, peu importe. Ces calculs que tu fais, ça t'aide à prendre conscience, toi, et du coup de te dire, j'ai pas envie de le gaspiller. Est-ce que tu penses que ça correspond à tous les profils ? En tout cas, oui, non pas dans l'impact nécessaire, mais dans l'aide à la lucidité. Parce que quand je dis qu'on est biaisé dans notre perception du temps, c'est pas un vain mot, et c'est-à-dire qu'il faut quand même des choses très factuelles pour qu'on arrive à le comprendre. On n'a pas été fait pour être planificatif, le cerveau humain a été fait pour être réactif aux choses. Donc on réagit, mais on ne projette pas vraiment profondément les choses. Quand j'ai fait mon memento mori, donc c'est-à-dire croiser la durée de vie de ma mère avec la mienne et voir cette durée de vie qu'on a en commun, j'espère me tromper, mais les statistiques disent que, a priori, on a consommé 90% de notre relation avec ma maman. Donc il nous reste 10% selon les statistiques, et moi j'espère bien plus. Sauf que le jour où j'ai compris qu'il nous restait que ça, que 10% de notre relation à vivre, j'ai arrêté de ne pas avoir le temps pour ma mère, quoi. Parce que je suis en plein élancement dans ma carrière, donc elle m'appelait, est-ce qu'on se voit ? Non, j'ai pas le temps, là, et j'ai plein de trucs importants à faire. Mais en fait, c'était quoi l'important ? Ça ne sera pas dans 10 ans, quand ma carrière sera bien établie, que j'aurai le temps de rattraper le temps perdu avec ma mère. Donc, ça aide à ces prises de lucidité-là, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas configurés pour les avoir spontanément. Il faut céder, et après, on en fait ce qu'on en veut. Mais effectivement, il y a un petit côté, parfois un peu « Ah là là, j'ai pas envie de me confronter à cette réalité ». Et tous ceux qui me disent c'est glauque, j'ai eu cette conversation avec Yann Barthès dans l'émission Quotidien, c'est glauque, c'est glauque, c'est glauque. Et puis après, en antenne, à force de discuter, il m'a dit ah oui, ah, c'est vrai. Et oui, c'est pas glauque, c'est vrai. Et comme c'est désagréable de changer de paradigme et de voir la lucidité, ça nous encombre en dissonance et on trouve ça glauque pour pas s'y confronter. Mais donc ça peut marcher sur tout le monde avec plus ou moins de fluidifiant émotionnel, on va dire. D'ailleurs, ce qui n'est pas glauque, c'est peut-être de le voir dans l'autre sens. On sait qu'il y a cette infirmière psychologue, je crois, australienne, qui a écrit ce fameux livre sur les 5 regrets des personnes sur leur lit de mort. Et finalement, si on regarde ça, on rejoint finalement tes notions du temps. Parce que la plupart des gens disent « j'ai pas passé assez de temps avec les gens que j'aimais et qui comptaient vraiment ». J'ai pas nourri forcément les amitiés, j'ai pas pris assez de temps pour moi. Enfin, je les ai plus les 5 en tête, mais c'est toujours une question de temps finalement. Tu as raison. Ce sont que des regrets vis-à-vis. Tu sais, c'est le fameux si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, quoi. C'est ce que tous les anciens et les anciennes essayent toujours de nous transmettre en fait la vraie valeur et la vraie richesse qu'est le temps. Je m'amusais parfois en conférence à faire ça, de dire imaginez que chaque matin vous vous réveillez, vous avez gagné une grande loterie, c'est celle qui vous offre 1440 euros tous les jours. C'est énorme. Il y a 2 petites règles. C'est que cet argent, ces 1440 euros, vous ne pouvez pas les économiser, vous ne pouvez pas les faire fructifier sur un compte, vous êtes obligé de les dépenser. Si à la fin de la journée, il en reste, ça vous est retiré, mais demain matin, vous aurez de nouveau 1440 euros. Deuxième règle, la loterie s'arrête à un moment donné, on ne vous dira pas quand. Ça peut être demain, ça peut être dans 50 ans. Et puis alors, les personnes réfléchissent ce qu'elles feraient de cet argent. Et puis à la fin, je leur dis, en fait, non, c'est pas des euros, mais la loterie existe, c'est des minutes. Chaque matin, tu te réveilles, tu as 1440 minutes devant toi à dépenser. Tu ne peux pas les stocker et ça peut s'arrêter n'importe quand. Et qu'est-ce que tu fais de cette loterie-là, quoi, tu vois ? Toutes les personnes qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font après ? Ils gèrent du temps.
Jeff Bezos, quand il a commencé à devenir milliardaire avec Amazon, ne prenait plus une seule réunion le matin parce qu'il voulait être avec ses enfants. Parce qu'on se rend bien compte que c'est ça la richesse, c'est ce qu'on fait du temps, c'est pas le temps lui-même, c'est ce qu'on fait du temps. Et quand je dis ce qu'on fait du temps, qu'est-ce qui nous rend alignés, quoi, en termes de bonheur? C'est quoi qui nous fait plaisir dans notre temps? Et alors, c'est dur parce que ça responsabilise sur des décisions aussi parfois à prendre. En fait, un tel, j'ai envie de couper les ponts avec cette personne avec qui je prends aucun plaisir à aller manger. Et puis, bizarrement, on s'oblige à aller manger une fois par mois ensemble. Peut-être ça vaut le coup d'en discuter, d'arrêter ça. Ça peut remettre en cause des carrières, ça peut remettre en cause des choses. Mais ce qui est important, c'est pas de tout foutre en l'air, c'est d'être conscient de ces choses-là pour encore une fois vivre des choses qui nous rendent heureux avec notre temps. Il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui montre que quand tu fais des choses qui te rendent heureuse, eh bien, tu as l'impression que le temps passe moins vite. Donc, dans ces illusions de perception, bizarrement, plus tu fais des choses qui te plaisent dans ta journée, pas forcément qui te comblent de joie, mais qui te plaisent et qui ne te déplaisent pas, du moins, eh bien, plus tu as l'impression que le temps passe un peu plus lentement, qu'il est dense, que tu as du temps pour tout ça. C'est cool. Et plus c'est des trucs que tu n'aimes pas, plus bizarrement, les journées, quand tu les vis en temps réel, ça paraît long. C'est l'étudiant qui regarde sa montre et qui voit les 5 dernières minutes du cours passer si lentement. Mais bizarrement, en fin de journée, tu as l'impression que la journée est passée comme ça. Tu ne l'as pas vu, du coup, parce que tu n'as pas vécu ce que tu voulais. La difficulté, c'est peut-être à la fois de bien organiser ses journées sans tomber dans une forme d'hyper-contrôle ou d'angoisse de je veux absolument qu'elle soit tellement riche que finalement ça devient obsédant, tu vois, cette idée qu'elle soit nourrie. Tu as tout compris et je pense que tu as tout résumé. Le bouclier magique qu'on me lève souvent quand je parle du temps, c'est « Oh là là, mais place à l'imprévu un petit peu, Fabien ». Alors moi, je suis bien d'accord. Ce que j'ai prévu, c'est de ne pas perdre mon temps. Mais c'est pas d'avoir un truc à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. C'est pas être contrôlant de mon temps. Ce que je veux, c'est ne pas savoir ce que je vais faire entre 17h30 et 22h la semaine. C'est-à-dire entre la fin de mon travail et l'heure à laquelle je me couche habituellement. C'est ça, en fait, pour moi, gérer mon temps. C'est-à-dire que sur cette plage horaire, j'appelle ça, moi, ma merveilleuse veillée, tu vois, ce qu'il y a après mon travail et avant mon coucher. J'ai pas d'ordi chez moi. Je travaille pas, j'ai pas les mails pro sur mon téléphone. De toute manière, mon téléphone est éteint. Donc en fait, à partir du moment où j'arrête de travailler, j'ai une vie de 4, 5 heures, 5 heures et demie de ce que je veux. Et alors oui, welcome l'imprévu, parce que l'imprévu que je vais accepter, c'est que des choses qui vont me rendre heureux, que je joue à la console, que je lise, que j'aille me balader avec ma femme, qu'on aille voir des amis, enfin peu importe. Par contre, mon temps de travail, du coup, est très efficient. Je travaille en moyenne de 10h à 17h30, 7h30 par jour, c'est ni plus ni moins que la moyenne des gens. Mais quand je travaille, je travaille. Il n'y a pas de réseaux sociaux, je fais ma pause à midi, je ne fais rien d'autre que travailler. Pour moi, le piège, c'est le mélange des temps. Parce que du coup, quand on se dit, bah non, mais là, je fais un petit peu ça, là, j'ai fait une petite pause, là, j'ai scrollé un petit peu sur le téléphone, non, mais je vais reprendre, etc. Fait qu'en fait, bah, le soir, oui, non, mais attends, je regarde vite fait un mail, voir s'il y a un truc urgent ou important, etc. Finalement, tu mélanges ton temps de travail, ton temps pour toi, ton temps personnel, ton temps de famille, et puis tu n'es jamais dans l'un d'entre eux réellement. Donc, tu ne vis pas le temps qui passe. Qu'est-ce que ça fait au cerveau d'ailleurs de passer de l'un à l'autre? On avait fait coup cognitif énorme, ouais. On l'avait vu sur l'attention, ça. Ouais, on l'avait vu sur l'attention. Le cerveau humain n'est pas fait pour être multitâche. On peut avoir l'illusion, pareil, d'être multitâche, mais en fait, réellement, même en nanosecondes, on ne fait que passer d'une tâche à l'autre. On n'en gère pas plusieurs en même temps, c'est impossible pour le cerveau. Et chaque fois que le cerveau passe d'une tâche à l'autre, eh bien, il y a un coût cognitif très fort. Donc, c'est de l'énergie dépensée. Et on a une jauge, comme dans les jeux vidéo, au début de la journée. Et plus on va la dépenser vite, plus on va être KO le soir. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à scroller sur une plateforme, par exemple, en se disant « mais c'est pour me détendre ». C'est faux, ça nous détend pas, c'est juste pour accueillir un petit peu de dopamine, mais même ça fatigue. En fait, finalement, ne pas avoir conscience de son temps et de ce qu'on en fait, c'est extrêmement énergivore. Oui. Je relisais hier des études, c'est pas très gai, mais que le poids sur la santé mentale des réseaux est énorme, notamment chez les jeunes, et que dans 10 ans, la dépression sera la première cause de handicap dans le monde. Alors, ça paraît fou, hein. Oui, le livre dont on parlait, que j'ai écrit il y a 2 ans et qui est sorti l'année dernière, du coup, sur l'attention, c'est ce que j'expliquais dedans. C'était presque un manifeste, ce livre, parce que quand je prenais conscience des premières études sur le sujet, c'est ça que je disais. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'attention
il n'y a plus de motivation, c'est intrinsèquement lié. Et s'il n'y a plus de motivation, ça conduit à la dépression. Ce sont des chemins qui sont vraiment reliés comme ça. Donc, moins d'attention égale in fine plus de dépression. Oui. Et on est aux prémices de ça. C'est un très grand danger que tu rappelles là. D'ailleurs, si vous voulez nous réécouter avec Fabien Olicard, je redis le nom du podcast, c'était Votre attention, votre super pouvoir. Voilà, si vous avez envie de... Si vous n'avez pas assez de nous entendre. Exactement. Alors, justement, pour s'organiser, tu nous donnes un certain nombre d'outils vraiment passionnants. Et moi, ce que je trouve très intéressant, on en a déjà parlé, mais c'est peut-être de revenir rapidement sur cette fameuse matrice d'Eisenhower. Ah, mais on n'en parlera jamais assez. Hein. Voilà, parce que c'est la base. D'ailleurs, toi, tu la remets dans ce livre-là, tu expliques pourquoi. Et tu vois, c'est bien parce que moi qui l'ai pratiqué à un moment donné, de l'avoir relu dans ton livre, je me suis dit, mais il a raison. Allez, je me la remets en route. Donc, merci pour ça. Tu vois, c'est toujours des sortes de piqûres de rappel qui font du bien. Oui, les fondamentaux, on s'en lasse pas. En plus, là, j'ai rajouté un petit truc, un petit test à la fin, si on a l'impression que ça marche pas très très bien. La matrice d'Eisenhower, on doit ça à Dwight Eisenhower, le 34e président des États-Unis, si je dis pas de bêtises, qui avait cette habitude de créer cette matrice-là. C'est-à-dire que nous, en général, on fait des to-do list, la liste de choses à faire. Elle nous fait très plaisir parce que dans l'instant, elle nous décharge mentalement. Et puis alors, quand on raye quelque chose, ça génère un petit peu de dopamine dans le cerveau, on est très heureux. D'ailleurs, tu dis vaut mieux rayer à la main. Hein. Oui, ça génère plus de dopamine. Pourquoi s'en priver? Ça fait extrêmement plaisir. Alors que quand on efface en digital, ça ne donne pas cette sensation. Et donc, lui, il avait dit, OK, je vais hiérarchiser de la manière suivante. Il dissociait, alors lui, il faisait 2 traits, un vertical et un horizontal sur une feuille pour avoir 4 cadrans, mais en gros, il dissociait ses tâches en 4 catégories, celles qui étaient urgentes, importantes, celles qui sont urgentes, mais pas importantes, celles qui sont pas urgentes, mais importantes, et finalement, celles qui sont pas urgentes et pas importantes. Alors lui était un petit peu trash, il disait que les pas urgentes, pas importantes, il n'y avait pas à les faire de toute sa vie, il faut les rayer. Bon, moi, j'y crois pas, parce qu'en général, ce qui tombe dans pas urgent, pas important, c'est des choses qui nous rendent heureux. Donc, on n'aura qu'à le faire, qu'on aura plus de temps. Par contre, il faut remplir ça de manière lucide et honnête et se dire, tant que ma case urgent, important n'est pas vide, je ne passe pas aux autres cases. Et finalement, tout ce qu'on procrastine, tout ce qu'on a un peu de mal à faire, c'est ce qui est dans urgent, important. Ce sont des gros blocs. On passe énormément de temps dans ce qui est urgent, pas important, bizarrement. Parce que c'est urgent, alors on a l'impression d'avoir fait quelque chose, et comme c'était pas important, c'était un peu facile et un peu rapide à faire. On voit bien, tu peux donner quelques exemples d'ailleurs de genre de petites tâches qui donnent pas mal de dopamine, mais finalement sur lesquelles on pourrait être plus en conscience. Tu as parlé du scrolling, alors évidemment, on est d'accord. Bien sûr. Non, mais par exemple, tu vois, dans un urgent pas important, il faudrait que j'aille poster un petit peu de courrier que j'ai à poster, voilà. Mais c'est des trucs assez importants, c'est peut-être des factures à envoyer, des trucs comme ça. Oui, c'est urgent, c'est pas très très important, t'es pas à quelques jours près. Oui, non, mais je vais le faire maintenant. Voilà, et ça te prend 20 minutes là d'aller à la poste et de revenir. Et hop, t'as l'impression d'avoir fait quelque chose comme ça. T'as toujours pas regardé la compta qui était dans urgent important qui était à faire. Il y a du traitement de mail, il y a des choses comme ça. Le pas urgent important aussi, il est rigolo. Le pas urgent important, c'est une case qui devrait être vide quasiment tout le temps, parce que ce qui est pas urgent mais important, eh bien, il suffit de le caler dans l'agenda. Et moi, il y a des trucs, là par exemple, j'ai un de mes collaborateurs qui a travaillé sur un sujet en recherche et développement qui a l'air passionnant. Il m'a envoyé ce mail et j'ai conscience qu'il a dû passer une 20aine d'heures sur ce dossier. Donc ça doit être très très intéressant à lire. Mais c'est pas du tout urgent, quoi. Hein. Mais c'est important de le lire et de découvrir ça. Donc j'ai dit, écoute, est-ce que ça te va si j'en prends connaissance le 3 juillet? Est-ce que ça te... Il me fait, c'est un peu frustrant, mais oui, pas de souci. Voilà, le 3 juillet, j'avais un slot de 2 heures auquel je pourrais m'y consacrer 2 heures. Donc vraiment pleinement, et je lui ferai pas un retour de moi qui ai regardé le truc à l'arrache. Et lui, il sera très heureux que j'ai estimé son travail comme ça. Mais voilà, le pas urgent important, ça se cale dans l'agenda. Le urgent pas important, si possible aussi, on peut le déléguer. Hein. Il y a un truc qui est urgent, mais pas important, c'est faire la vaisselle. Bon, quand on a une famille, c'est peut-être pas que à nous de faire la vaisselle. On peut se faire aider des enfants, notre compagnon, notre compagne, etc. Donc, le urgent pas important, c'est pas important parce qu'on n'a pas une valeur ajoutée essentielle. Donc, on peut aussi déléguer. Là, il y a un truc que j'ai délégué, moi, il y a quelques temps, pendant une période, c'était ma lessive. J'ai pas le temps, donc j'ai délégué d'une manière très simple. Je suis allé dans une laverie, enfin un pressing qui lave le linge au kilo. Voilà, ça, j'avais un petit rush durant 3 semaines, ça m'a annulé cette tâche. Donc déléguer, parfois, c'est payer un petit service ou demander de l'aide, etc. Mais le urgent important, c'est d'abord ce qu'on doit purger chaque matin. Et je vais te dire un secret, Anne,
ça me saoule toujours autant de commencer par faire ma case urgent important tous les matins alors que j'utilise ce système depuis 20 ans. C'est pas naturel. Mais alors, le bien-être après, quand il est parfois 11 heures du matin et que j'ai fini tous mes trucs urgents et importants et que je vais pouvoir faire ce qui est prévu dans mon agenda et ce que je veux du temps qui reste. Donc tu commences par ça le matin, Ouais, toujours. en principe, Toujours, toujours. ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui avait écrit un autre livre sur le temps, il y a 8-9 ans, je crois, qui s'appelait Avaler le crapaud. Et j'ai pas trouvé de meilleure expression que lui, où grosso modo, il dit un peu la même chose que moi, où il dit il faut commencer par avaler le crapaud. C'est le truc le plus dur, on n'a pas envie, c'est relou. Mais alors, une fois qu'on l'a fait, il n'y a plus rien qui nous arrête dans la journée, quoi. Et si on ne fait pas ça en premier, on va trouver plein de choses pour charger notre journée. Ça va nous épuiser en termes d'énergie. Et finalement, à un moment donné, on va se dire non, mais ça, ce truc, j'aurai pas le temps, je le ferai demain, quoi. Et finalement, on le repousse. On le repousse. D'ailleurs, il y a un secret que je partage, que j'ai déjà partagé en métamorphose vis-à-vis de nos auditeurs. C'est Christian Junot, qui est expert international de la relation à l'argent. Et il dit que quand on paye nos factures, mais je trouve que c'est valable pour toutes ces tâches un peu ingrates qu'on n'a pas envie de faire, mais qui sont urgentes, c'est de voir aussi la valeur qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que quand je vais payer une facture, en réalité, je paye une facture parce qu'il y a quelque chose qui m'a rendu service. C'est-à-dire, Bien ça sûr. m'éclaire, j'ai de l'électricité. Exact. Et donc, d'avoir aussi peut-être cette petite Une conscience pleine conscience. Ouais. de gratitude qui peut être associée, au lieu de voir ça comme un poids. En fait, Oui, moi, c'est je vrai. consomme de l'électricité. Donc, quand je paye ma facture d'électricité, quelque part, il y a un service qui est rendu. Complètement. On a tendance à voir ça comme si, en fait, on nous balançait ça, on le subissait. Mais on est dans l'échange, en réalité. Mais tu as raison, c'est l'un des secrets de beaucoup de choses, la conscience. C'est un secret de la perception temporelle, d'avoir conscience de son temps. C'est un des secrets de l'attention, avoir conscience de ce qu'on fait et où va notre attention. C'est un secret du bonheur. Alors, pas de la joie, hein, qui est une émotion. Le bonheur, c'est un état un petit peu plus neutre, parce que c'est sa manière de changer la caméra d'angle, tu vois. Par exemple, il y a la caisse, il y a la file d'attente là où tu fais tes courses. Soit ça t'agace, soit tu en profites pour faire des blagues avec la petite mamie souriante qui est devant toi. Et en fait, c'est ta conscience du moment qui est... Donc, c'est souvent un vrai truc, ça, pour parasiter les automatismes de pensée et de perception du cerveau, de se remettre dans la conscience des choses à multiniveau, comme tu dis, là, pour le paiement des factures. Je trouve ça assez passionnant. Oui. Alors, puisque tu parlais des 2 heures tout à l'heure, moi, je voudrais revenir sur les 2 minutes, parce que ça aussi, c'est un truc que j'aime bien dans ton livre. Ah ouais. Ce sont des astuces, mais n'empêche que si à chaque fois on se pose cette question, eh ben, il y a des choses qui roulent plus facilement. Et je le fais depuis ton livre. Alors, vas-y, C'est vrai, mais explique-nous. c'est Ouais. génial ça. Alors, c'est ma règle magique des 120 secondes. En gros, je fais quelque chose qui ne va pas dans le sens de tout ce qu'on vient de se dire avec Anne. C'est-à-dire, je parle qu'il faut être planificatif, etc. Il ne faut pas être réactif et tout. Seulement, nous ne sommes pas comme ça. Et moi, en tant que procrastinateur, je ne suis pas comme ça. On aime bien quand même traiter les choses quand elles arrivent. Ça allume des cases dans le cerveau et tout. Donc, je me suis donné une règle simple. Est-ce que ça va me prendre plus de 120 secondes de faire ce qui m'est demandé, ce que cette interruption génère dans ma vie, que ce soit un mail, ou ma compagne qui me dit quelque chose, ou un collègue qui me demande un truc, ou est-ce que ça me prend plus de 120 secondes? Si ça me prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Parce que oui, même si c'est urgent et pas important, je le fais quand même tout de suite. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien, j'ai l'impression d'avoir été utile, ça m'éteint une case, et c'était que 2 minutes. Si ça me prend plus de 2 minutes, alors je le planifie. Et des fois, on me dit « Ouais, mais alors comment t'estimes si ça prend plus ou moins de 2 minutes ?» Je vais vous dire un secret, vous le savez. On le sait très bien si ça prend moins de 2 minutes ou plus de 2 minutes. Et du coup, ça fait plaisir au procrastinateur que je suis parce que quand même, ça me permet d'être un peu réactif sur des petits trucs, un mail qui tombe. Bah oui, je faisais autre chose, mais je vais y répondre parce que lui, il me prend moins de 2 minutes. Voilà, donc c'est bien parce que ça laisse aussi cette flexibilité. Tu vois, on parlait de Oui, l'imprévu tu tout à vois, l'heure. c'est un peu le cheat meal dans l'alimentation, quoi. Il faut des petites soupapes, quoi. Ça y est, c'est le 80-20. Alors, après cette matrice d'Eisenhower, tu nous invites... alors, tu nous passes quand même un certain nombre de lois par rapport au temps en revue. Peut-être qu'il y en a une... Alors, tu parles de la loi d'Illich, de Gabori, Carlson, Fraisse, il y en a plusieurs. Ouais. Est-ce qu'il y en a une ou deux sur lesquelles tu as envie qu'on fasse un focus, peut-être, qui pourrait nous éclairer, là? Il y a la loi de Laborie que j'adore. La loi de Laborie, elle dit en substance, toute tâche va se dilater en fonction du temps que tu lui laisses. Et c'est assez vrai. Si tu veux faire une vidéo tous les jours sur Internet, tu vas mettre une journée à faire ta vidéo. Si tu veux faire une vidéo par semaine sur Internet, tu vas mettre une semaine à faire ta vidéo. Et
on va comparer les deux vidéos en termes de qualité et finalement, elles n'auront pas un écart de qualité de x7. Tu vois, même si tu as laissé 7 fois plus de temps, tu as procrastiné pas mal de temps, tu y as pensé au moment où tu devrais le faire, mais tu n'y as pas consacré tant de temps que ça. Je parle de ça pour les vidéos parce que pour le coup, je l'ai vécu moi entre 2016 et 2017. Et donc, la loi de Laborie, elle nous rappelle qu'il faut quand même se donner un peu de deadline, d'être un petit peu serré et de faire les choses en fait. Il faut faire pour être et non pas dire qu'on va faire parce qu'on et jamais du verbe être si on fait comme ça. J'ai un copain qui est un créatif incroyable. Souvent, il y a des choses qui sortent chez des artistes. Il dit « Oh là là !» Et voilà. C'était mon idée, ça. Je l'avais dans un carnet depuis 5 ans. Oui. Ah, il a pris mon idée, je peux plus le faire. Non, c'est pas ton idée, parce qu'elle était que dans ta tête. Tu ne l'as pas faite, cette idée. Parce que tu t'es laissé beaucoup trop de temps pour t'y mettre, alors que c'est bien de s'y mettre et d'être imparfait. C'est pas grave de ne pas être parfait. On a le temps de corriger. Nous sommes des sculpteurs, on a le droit de dégrossir une statue et de prendre après du temps pour l'affiner au départ. Mais la loi de Laborie, je l'aime bien parce qu'elle rappelle d'être un petit peu violent dans ses deadlines, quitte à laisser des petites mesures de sécurité. Tu vois, moi, quand je rends un livre, je me donne une deadline plus sévère que celle de mon éditeur. Et j'y crois, quoi. À la fin, j'oublie. Mais au fond de moi, s'il se passe le moindre problème, je sais qu'on arrivera toujours à gratter 15 jours s'il faut, tu vois. Mais c'est important de faire comme ça parce que si on ne fait pas ça, en fait, tout s'étire assez facilement. Et c'est la loi de Laborie qui nous le rappelle. Alors d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il y a quand même des profils. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des profils qui sont toujours un peu sur la balle. Toi, tu en fais certainement partie, même si tu es procrastinateur. Moi, certainement aussi. Et puis, il y a des personnes peut-être qui avancent plus en mode je vais serrer les trucs et je ne vais pas avancer sur un autre sujet tant que je n'aurai pas terminé. Mais sauf que une tâche pouvant prendre parfois plusieurs semaines ou mois, il y a des dossiers qui ne sont pas poussés en même temps en parallèle. Et ça, est-ce que pour toi, c'est une question de construction caractérielle, de personnalité? Tu vois des différences? Oui, c'est une question de personnalité. On a quand même tous et toute notre unicité quand même. C'est là l'importance après de se connaître pour pouvoir en fait régler ça. Parce que certains auraient besoin d'être plus comme l'autre, alors que l'autre a besoin d'être plus flex lui aussi de son côté. Les extrêmes ne font jamais bonne mesure en fait finalement. Les gros procrastinateurs comme moi, c'est pas une solution. Et les personnes qui veulent aller trop jusqu'au boutiste, et c'est souvent des perfectionnistes en fait en réalité, des complétistes j'appelle ça, c'est ceux qui quand ils font un jeu vidéo, ils ont besoin de faire 100% dans le jeu, sinon il n'est pas vraiment fini, tu vois. Passent à côté de quelque chose parce qu'en fait ils veulent calmer une angoisse, c'est que ça leur génère une angoisse, c'est pas, ils sont pas moins bien ou meilleurs, mais ils ont quand même une problématique à régler en fait finalement, parce que c'est cette capacité à être flexible et d'avancer sur plusieurs choses l'une après l'autre et non pas à la fois qui va faire que tout le système va marcher et qu'on aura le temps aussi pour tout. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tel dossier, j'y consacre toutes mes matinées. Moi, en ce moment, je suis en train d'écrire un projet. Toutes mes matinées, ils sont consacrées. Et après, de midi à 17h30, je fais tout le reste. En tout cas, je me consacre à autre chose. J'adorerais consacrer mes journées à ce projet-là et n'être que focus et être perfectionniste et tout. Mais c'est pas possible. Et alors, j'ai une anecdote vis-à-vis de ça. J'avais un copain vidéaste qui était comme ça et qui était un vulgarisateur scientifique. Et alors, très, très perfectionniste. C'est pareil, un dossier, un par un. Alors, finalement, il avait une très mauvaise régularité parce que c'était rare qu'il arrive au bout de la vidéo qu'il voulait. Et quand il y arrivait, c'était au prix de centaines de prises différentes à chaque fois de tout ça, machin et tout. Et un jour, je lui ai fait regarder les vidéos qu'il avait faites 2 ans auparavant. Je lui ai dit, celle-ci, tu la qualifierais de comment? D'exceptionnelle, de super, de bien, de pas terrible, de quoi? Objectivement, il fait, je dirais que c'est une bonne vidéo. Voilà, c'était une bonne vidéo. Et moi, je pense qu'en fait, une semaine avant, c'était déjà une bonne vidéo. Mais comme tu as mis 1 mois à la faire, et 3 semaines avant, c'était sûrement déjà une bonne vidéo, et que ta quantité modificatrice a été si faible que même toi, 2 ans plus tard, tu la vois pas. Ça, c'est intéressant, un perfectionniste de tous bords qui nous écoutait. Ah oui. Voici des messages pour vous, pour nous. Quand tu parlais, ça me faisait penser justement à ce profil de personnes que tu décris un peu, qui sont très organisées dans leur vie pro, mais dans leur vie perso, alors là, c'est un peu la débandade. Ouais, Et cette ça, c'est vrai. dichotomie est assez intéressante. Ma compagne est pas complètement comme ça, mais elle a une telle rigueur dans la vie professionnelle où elle est responsable du temps et
un petit peu de la perfection des choses, que du coup, dans sa vie pro, à elle, même pas la nôtre, elle va être plus rigoureuse si elle a en charge quelque chose, mais la sienne, elle va tout laisser tomber, quoi. Dans sa vie Euh, perso. ouais, dans sa vie perso, ses rendez-vous personnels, médicaux, par exemple, des trucs comme ça. Alors que si c'est pour moi et qu'il faut qu'elle me dépanne, elle va être incroyablement rigoureuse. Voilà. Ah, c'est Euh, étonnant, hein. oui, c'est comme s'il y avait besoin, j'appelle ça le quart d'heure du chat. Les chats ont été domestiqués, ils n'étaient pas tellement faits pour ça. Et du coup, pour se libérer, durant 15 minutes par jour, ils pètent un câble. Voilà, ben, là j'ai l'impression qu'il y a un petit truc un peu pareil il faut une soupape de sécurité de ce côté-là. Alors, c'est important d'en avoir conscience et c'est aussi important de le traiter, la vie personnelle est finalement tout aussi importante, si ce n'est plus que la vie professionnelle. Ceux qui sont impeccables dans leur vie pro et pas du tout dans leur vie perso, il y a un déséquilibre. Et s'il faut admettre d'être un petit peu moins au taquet sur la vie pro pour rééquilibrer la vie perso, je ne crois pas que ce soit un vain geste de faire ça. Mm. D'ailleurs, toi, tu as une méthode, tu t'auto-évalues. Alors, j'entends Ouais, déjà les gens crier, tu te mets des notes. ouais, Aujourd'hui, 16 sur 20 sur tel ouais. truc, etc. Et alors, j'entends déjà hurler un Des peu dans les pourcentages, chaumières. ouais, Comment ça t'aide? Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de l'auto-jugement, qu'il faut en bien finir sûr. avec ça quand on est déjà en train de se faire 80 000 pensées par jour de « je suis trop nul, je suis trop nul ». Et alors, en plus, il faut se mettre des notes. Alors, raconte-nous. Alors, je crois beaucoup, 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 beaucoup au feedback, en fait. Mm. Je crois, moi, j'ai aucun problème à rater. Je n'ai aucun souci avec l'échec, qui sont des marqueurs d'apprentissage, mais qui ne font sens que si on en retire quelque chose. Donc, ces notes que je me mets, c'est des notes d'évaluation souvent en pourcentage. En fait, j'essaye de me dire objectivement, ce truc-là, cette chose-là dans ma vie, euh, à quel point j'ai été bon ou pas bon, je me mets quelle note et sur quels critères, et je vois ce pourcentage à la fin, bon, ben, j'ai 70%, c'est pas mal, c'est bien, je suis fier de moi, et de toute manière, je vais te dire un truc, Anne, je suis toujours fier de moi parce que je fais toujours de mon mieux. Donc même si je m'étais mis 30%, j'aurais été fier de moi. Maintenant, comment ça se fait que j'ai pas eu 100%? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'avoir? Et bizarrement, ce petit jeu de rôle mental me dissocie un peu du moi qui fait l'action, et j'ai plein de conseils à me donner qui me sautent aux yeux. Tu vois, parce que comme je m'en veux pas, c'est un peu comme si quelqu'un me demandait quelque chose, et vous avez remarqué à quel point on est fort pour conseiller les autres, parce qu'on n'a pas d'impact émotionnel dessus, hein, c'est pas, il n'y a ni nos peurs, ni nos croyances et nos espoirs. Alors ben, ça me le fait un peu pareil, je me dis, ah ben, si, j'aurais pu avoir peut-être 100% si j'avais fait ça comme ça, et puis si d'une manière générale j'étais plus comme ça, ou si j'avais fait ça. Et ça, je le note. Je note pas la note, hein, je note jamais mes notes d'ailleurs. Je note après ce feedback qui me vient derrière pour les prochaines fois me les avoir un petit peu en tête. Mm. J'ai fait ça par exemple, tu sais sur quoi? Sur ma conversation. Alors j'avais jamais fait ça. Je me suis aperçu que finalement, je suis pas un si bon ami que ça. Je théorise beaucoup dans ma tête, j'ai plein de théories surtout. Je vis pas mal de choses et la majorité du temps, quand je suis avec mes amis, je parle un peu trop à mon goût en fait. Je me rends compte que ça me branche sur un sujet, et je me suis dit, mais attends, est-ce que du coup j'écoute les autres? Bah oui, j'écoute les autres. D'accord, alors est-ce que tu sais où en est un tel, un tel, un tel? Ben, pas assez à mon goût. Mm. D'accord. À combien de pourcents je suis assez dans l'écoute? Ah, je dirais 60-70%. Donc, comment je peux faire maintenant? Eh bien, j'adore raconter mes trucs, j'adore parler. Donc, commence par être questionnant. Et maintenant, j'inverse le truc. Quand j'arrive, c'est moi qui ouvre la conversation sur l'autre. Et quand je suis nourri de tout ça et qu'il me pose des questions, ben je me déverse avec plaisir, tu vois. Et ben ce truc-là, si je m'étais pas un peu auto-évalué, pas jugé, mais auto-regardé, on va dire, pour essayer d'en avoir un feedback, ben je l'aurais pas fait. Mm. Donc c'est toujours ce même truc de perception, être un peu plus lucide en m'auto-évaluant, et c'est-à-dire en essayant toujours de retirer de l'expérience quelque chose. Il y a toujours des choses. Et des fois, ce que j'en retire, c'est que tout était super et que tout va très bien et que Mm. c'est formidable. Mais j'aime à penser que s'améliorer, c'est juste être plus heureux soi-même. Hein. C'est pas pour les autres. C'est juste comment on peut être plus aligné, en fait, finalement. Oui, d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait penser à l'interview que j'ai faite d'Ali Rebéi la semaine dernière, qui est ce Ah, vous avez formidable. C'est un grand ami, Ali. ouais, de Grand Bien vous fasse, présentateur sur France Inter, et qui disait, lui, il reçoit tous les psys de France et de Navarre, hein, il y a pas mieux comme émission avec autant de psys autour de la Ouais. table. Et il dit, j'ai jamais fait de thérapie de ma vie, je suis jamais allé chez un psy. Alors j'étais quand même très étonnée.
Et quand je te vois, je pense à ça, il disait: «Mais je fais de l'autothérapie» et toi, quand tu dis ça, c'est C'est ce que ça. tu fais par rapport au jugement. C'est-à-dire que tu arrives à «décoller» entre guillemets du Ouais, personnage pour te mettre en mode un peu plus méta, c'est une forme de dissociation positive. bien sûr. Alors évidemment, tu es mentaliste, alors on va dire: «Oui, mais il analyse le cerveau, c'est son métier, c'est plus facile pour lui». Est-ce que c'est important qu'on ait cette conscience et qu'on ait ce retournement finalement sur soi? Qu'on Oui, je crois. apprenne, c'est aussi une forme d'apprentissage? Oui, 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 je pense et là, c'est vraiment en se mouchant qu'on devient moucheron. C'est-à-dire Mmh. que c'est plus on le fait et plus c'est facile de le faire. Hem, Moi, ma facilité à le faire, elle est venue, en fait, au fur et à mesure des spectacles. C'est à force de devoir regarder mes propres spectacles pour les améliorer. C'est comme quand je regarde mes propres vidéos pour faire du montage. Je suis obligé de me dissocier, sinon je déteste cet homme au bout d'un moment, j'en peux plus de le voir. Mais si c'est pas moi, je peux travailler sur cet homme-là et c'est ce que je fais, aussi. Mais là, pour le coup, de manière assez empirique, je peux le dire pour moi et pour d'autres qui m'en ont témoigné, plus on le fait, plus il y a un automatisme et plus c'est facile à faire. Parce que ça à force de le faire, on n'a même plus le temps de passer par la surcouche émotionnelle, en fait, finalement. Ouais, donc c'est automatique, cette autothérapie. D'ailleurs, tu dis que finalement tout le monde peut être mentaliste, hein, tu le redis là. En fait, on est tous mentalistes, ouais. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je dis des fois en rigolant, un mentaliste, c'est un escroc. C'est un escroc honnête parce qu'il avoue être un escroc. Mais on a tous les 86 mêmes milliards de neurones interconnectés de la même manière. On pense de la même manière, on se souvient de la même manière, on a la même biologie de ce côté-là. Donc en fait, quand on utilise mentaliste, c'est juste parce que c'est un mot pratique fourre-tout, mais il n'y a pas une formation particulière, j'ai pas un don particulier en fait, hein. Mmh. Et finalement, dès que vous êtes en introspection, vous faites du mentalisme. Dès que vous mémorisez quelque chose, vous faites du mentalisme. Dès que tu analyses l'état émotionnel de ton meilleur ami qui vient te voir, tu fais du mentalisme. Donc on en fait en permanence. Donc tant mieux, ça veut dire qu'on a toutes et toutes une excellente mémoire, un excellent cerveau. Et maintenant, il faut admettre, encore une fois, qu'on doit se servir consciemment de ses capacités cérébrales. Ouais, intéressant. Alors dans tes exercices, et ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend parfois dans le milieu, psy, c'est que pour toi, c'est important de définir aussi clairement, ce dont on ne veut pas. Ouais, Voilà, dans les processus que tu oui, proposes, thérapeutiques dans ton ouvrage, alors qu'on se dirait: «Bah, tiens, plutôt commencer par, ce qui me fait rêver». ouais. Non, non, ça, c'est assez personnel, et c'est pour ça que je le partage dans le livre, mais je pense que ça peut aider. Dès que je parle avec quelqu'un, et je pense que c'est le cas pour les personnes qui nous écoutent, c'est très facile de faire un tour de tout ce qu'on veut pas. Parce qu'en fait, ce qu'on veut pas, c'est déjà des ras-le-bol qu'on a déjà plus ou moins conscientisés quand même. C'est des défauts qu'on veut corriger. J'ai un ami qui s'appelle Pierre, un jour, on parlait du rapport à l'argent, et il me dit: «Mais moi j'aime bien l'argent». Je fais: «Mais parce que tu veux quoi avec l'argent?» Il fait: «Je veux que ça m'aide à soustraire mes problèmes». C'est Mmh. un soustracteur de problèmes pour lui, l'argent. J'ai trouvé ça hyper pertinent, et donc pourquoi il voit ça en soustracteur de problèmes? Parce que il sait que l'argent va pas le rendre plus heureux, au-delà de la norme du confort, mais il sait par contre que ça peut l'aider à ne pas être malheureux sur les problèmes qu'il a. Et en fait, c'est un peu ça le «qu'est-ce que je ne veux pas?» Il est très facile à identifier. On sait ce qui nous encombre, ce qui nous enlève de l'énergie, ce qui nous enlève du bonheur. Et donc, ma foi, c'est peut-être pas le mieux à faire de penser comme ça, mais c'est le plus facile pour commencer. Et étant ce procrastinateur, je cherche toujours comment on passe de l'état 0 à 1, comment on met en mouvement. Parce que passer de 1 à 2, c'est très facile, 2 à 3 aussi, mais 0 à 1, la mise en mouvement. Donc là, la mise en mouvement introspective de ce que je veux, pour moi, elle commence très facilement si on part de ce que je veux pas, dans un Alors premier que temps. comment est-ce qu'on fait, concrètement? Qu'est-ce que tu recommandes? Tu es très cahier, hein, toi, d'ailleurs, Moi, et je tu note tout. ah ouais, tu Je no- notes tout et tu dis: «Noter au même endroit» et là, j'ai repris encore ma Ouais, leçon une fois de plus, hein. Vous entendez, je prends pas mal de leçons avec Fabien Olicard. Mais c'est vrai que moi, je fais c'est le exactement ce qu'il troisième faut pas cerveau. faire, hein. Ouais, C'est-à-dire que je note partout. C'est-à-dire que ouais, j'ai des bouts de cahier, j'ai des ouvrages, j'ai mon smartphone avec les petites notes et finalement après tout est éparpillé. Enfin, tu le décris très c'est bien dans ça. l'ouvrage, hein. C'est ce que je vis, hein. Mmh. Et chose que je vivais aussi, donc moi je recommande, j'ai appelé ça la technique du troisième cerveau. C'est un cahier qui va regrouper toutes ces pensées, qui va pas forcément regrouper de savoir, hein. C'est toutes ces pensées qui nous traversent dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut pas, dans une idée pour ceci ou pour cela, pour sa vie pro, pour sa vie perso. Et alors ce que j'ai fait pour ce grand cahier-là, mais chacun peut le thématiser comme il veut, je
je l'ultra thématise, hein, c'est-à-dire que j'ai par exemple un blog de page qui s'appelle Vie personnelle. Dans ce blog de page Vie personnelle, il y a une page qui s'appelle La maison. Et donc là-dedans, il y a marqué tiens, ce serait peut-être bien de mettre des panneaux solaires un jour, se renseigner. Voilà. Donc toutes ces idées qui me passent par la tête, vie pro, vie perso, tout ça, ça va pêle-mêle dedans. Et de temps en temps, quand je vois que j'ai une matrice d'Eisenhower qui est plutôt légère, eh ben, je me dis, allez, il est temps d'aller piocher dans les idées. Parce que le problème de toutes ces idées qu'on note partout, c'est pas que c'est la mauvaise méthode pour la mauvaise méthode, c'est surtout qu'on n'en fera rien. Parce qu'on oublie même qu'on avait des idées qui étaient notées à droite à gauche. Oui. On oublie même qu'on avait noté les choses qu'on ne voulait pas, les choses qu'on voulait améliorer. En regroupant tout ça, on se donne l'opportunité de temps en temps de se dire, moi c'est souvent en début de semaine, je me dis, allez, tiens, là, j'ai envie d'améliorer tel truc sur tel aspect de ma vie. Qu'est-ce que j'avais noté là-dedans? Ah bah tiens, si, ça, je peux me le caler. Mardi, je passe 1 heure là-dessus. Et puis mercredi, je fais ça dans ce cas. Et ça nous aide surtout à continuer d'avancer dans ces idées qu'on avait eues. Parce que c'est ça, hein, la plupart du temps, c'est pas un problème d'avoir des idées, c'est de les appliquer. Oui. Alors, si on revient justement sur les petites notes là, par rapport à ce qu'on veut pas, comment est-ce qu'on démarrait ce protocole? Alors, on peut le démarrer avec... alors attends, je ne sais pas si toi tu as repéré un truc dans le livre que tu veux précisément, parce que là, moi, j'allais partir sur autre chose dans ma tête. Et je Alors, me ça dis, dépend. En tout cas, je pense aussi à ton mantra qui t'a permis d'arriver, par voilà, exemple, bon, à j'allais partir, voilà. voilà, autonomie, liberté, quoi. Ouais, j'allais partir sur les mantras, donc très bien. Ouais. Ça, les mantras, j'appelle ça les mantras, on peut appeler ça la boussole, on peut appeler ça ce qu'on veut. Pareil, je suis au lycée, c'est la même période, et je me dis, j'apprends à cette époque-là d'ailleurs ce fait incroyable, nous prenons 35 000 et quelques décisions par jour. 35 000 et quelques. Mais comment ça se fait? Eh bien, plus de 90% d'entre elles sont prises de manière inconsciente par le cerveau. Et c'est des petites décisions de rien. Et je me dis, mais comment le cerveau prend les décisions? Ben, il se pilote lui-même avec ses croyances, avec ce qu'il croit être vrai pour nous, ses peurs et ses espoirs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, j'en sais rien. Donc, pendant une semaine, je prends une feuille et vous pouvez faire l'exercice ou une note sur votre téléphone. Vous notez tout ce que vous voulez dans votre vie d'une manière triviale, par exemple. Donc, ça va, je veux une belle voiture, mais je veux aussi passer du temps avec mes potes, je veux ceci, je veux cela. Bon, au bout d'un moment, la source va être tarie, vous aurez noirci une page ou une page recto verso. Là, le processus numéro 2, eh bien, il va falloir trouver des phrases qui englobent conceptuellement quelques-uns de ces concepts. Alors, par exemple, si vous aviez « je veux une belle voiture » et « je veux une maison », vous avez la phrase « besoin de confort » qui peut résumer ça, par exemple, ou besoin de sécurité, ou besoin de confort. Bref, on trouve des phrases plus génériques. En général, ça se porte à dizaines de phrases, douzaines de phrases, et on recommence. On cherche une phrase qui est encore plus générique pour passer de 10-12 phrases à peut-être 3-4 phrases. Et on essaye comme ça de réduire cet entonnoir en étant de plus en plus élargi dans notre pensée. Et l'étape finale, c'est de trouver 1, 2, 3 mots grand maximum qui vont résumer les 3-4 phrases qui restent. Et alors moi, à mon époque, ça a donné autonomie et liberté. Et j'ai compris que de tout ce que j'avais écrit sur cette feuille, l'essence, si je les sors, les gouttes profondes qui font mon bonheur, c'est d'être autonome et libre. Donc c'est ça ma boussole intérieure. Je sais que maintenant mes décisions se prennent comme ça inconsciemment et aussi consciemment. Si ça me rend plus libre, ça me rendra plus heureux à terme. Je peux me faire confiance dans le processus. Ça me fait prendre des fois des décisions qui ont l'air étranges pour mon entourage, surtout professionnellement. Mais in fine, ça répond toujours au fait d'être plus heureux. Alors, j'ai fait ça pour des amis. Et c'est jamais les mêmes mots qui ressortent. Hein. J'avais un pote, c'était amour et expérimentation. Donc, rien à voir. Oui. Mais quelle force de se connaître! Parce que grâce à ça, on peut éliminer tout ce qui ne rentre pas dans ce cercle-là. Et je donne un exemple concret très rapide. Hein. On m'avait proposé, il y a des années de ça, j'étais même pas sur YouTube, d'être chroniqueur quotidiennement dans une grande émission de télé. Il n'y a pas mieux pour un artiste qui est sur scène pour remplir ses salles. Et le processus de travail faisait que ça me faisait perdre en autonomie et perdre en liberté. Donc j'ai refusé. Je m'en suis mordu les doigts. Je me suis dit, quel imbécile quand même, d'avoir refusé ça. C'est un copain qui a pris ma place d'ailleurs. Et puis tu parles, 1 an après, je lançais ma chaîne YouTube. Après, il y avait 300 000 personnes qui suivaient mon travail. Et c'était un travail libre et autonome qui me rendait heureux. Donc ça a juste dilué dans le temps et c'est apparu sous une autre forme finalement. Et tu regrettes pas, j'imagine, aujourd'hui, tu as 2 millions de Oh non. followers, plus de 2 millions sur ta chaîne YouTube, et puis voilà.
Ça, c'est important. D'ailleurs, autonomie, liberté, ils sont carrément en lien, tu vois. Autant Mm. amour et expérience, peut-être on peut se dire Bien c'est sûr. pas exactement dans le même registre, Ouais. quoique. Mais autonomie, liberté, c'est vraiment Oui, bah, ouais. deux miroirs. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la liberté, du coup, ma liberté a un prix, celle d'être responsable de mon autonomie, en tout cas. Mm. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et puis à terme, d'ailleurs, j'ai fait l'inverse. Hein. J'ai noté un peu tout ce que je voulais pas et qu'est-ce qui risquait de m'emmener sur ce chemin-là. Et c'est le mot ego qui est sorti. Ouais. In fine. Eh ben, c'est pas facile de se faire ce travail-là pour la boussole, pour les mots positifs. Ben, c'est pas facile de le faire pour le mot négatif et de se dire d'accord, mon plus gros piège, c'est l'ego. Je suis pas d'accord, mais il va falloir que je sois d'accord avec ça, du coup. Comment Et tu du le coup, voyais d'ailleurs, ce piège, hein, chez toi? je le voyais pas déjà. Ouais. J'avais pas l'impression d'avoir un piège comme ça sur la route. Et puis aujourd'hui, je suis toujours pas trop d'accord avec ça. Je crois que j'ai une forme de déni dessus. Est-ce que c'est de l'ego dans l'ego, tu vois? C'est pas impossible. Mais du coup, je le prends en compte et sur certains trucs, certaines réactions, je me dis: «Attention, est-ce qu'on est sur de l'ego?» Et 2-3 fois, je l'ai identifié en tant que tel et ça m'a fait prendre des décisions, différentes. Et les décisions, différentes, en général, elles prennent un autre tournant qui transforme très positivement ma vie. Par exemple, Mm. il y a un truc qui s'est passé dans ma vie professionnelle qui aurait pu créer une réaction de ma part qui aurait été en fait explicable par une forme de jalousie, donc d'ego. Et du coup, au lieu de créer la jalousie, j'ai essayé d'être dans la compersion, donc dans la joie pour l'autre, et du coup d'accompagner cette personne. Et ça a créé quelque chose de formidable d'un point de vue personnel et professionnel. Tu Ouais, vois? magique, ouais. Ouais. C'est bien parce qu'on a toujours cette possibilité, hein, de se Ouais, retourner et ouais, de regarder complètement. la situation d'une autre manière. C'est fabuleux, hein, C'est moi, je vrai. trouve. Ouais. Est-ce que dans tes méthodes, il y a autre chose que tu as envie de nous partager? On a parlé de la batterie tout à l'heure, ça c'est important. On a parlé Oui. aussi de cette lenteur productive, hein, alors on les a pas forcément détaillées, mais tu dis ralentir pour accomplir mieux. On l'a dit un peu au début. Oui, bien sûr. Tu dis aussi que tu prévois dès le réveil le coucher. Alors ça, j'aime bien. Ça paraît anecdotique, mais c'est assez amusant. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je Ouais. pourrais conclure là-dessus, de vous rappeler qu'en fait, ce qui vous fait quantifier et percevoir le temps, qui est un truc qui n'existe pas vraiment d'ailleurs, le temps, bah, c'est notre cerveau. Notre cerveau, c'est un organe. Donc, il faut déjà en prendre soin. Hein. Bien dormir, bien manger, bien s'hydrater aide à avoir plus de temps, très étrangement. Mais pour bien dormir, il y a une astuce qui est super simple. Quand tu te réveilles le matin, tu réfléchis à quelle heure tu dois te coucher. Et cette petite réflexion, elle t'oblige pas de te coucher à cette heure-ci. Parce que souvent, on me rétorque ça. Je n'oblige à rien. Mais prenons le temps d'être conscient des choses. Alors, pour savoir à quelle heure tu dois te coucher, eh bien, tu es obligé de te penser à la journée du lendemain. Et te dire, mais attends, je me lève vers quelle heure demain? Et quelle énergie j'ai besoin quand même le lendemain? Parce que si j'ai 1000 choses à faire et que je dois me lever un peu tôt, bah, effectivement, il faut que je pense à me coucher pas trop tard. Et donc, le faut que je pense à me coucher pas trop tard, peut-être à 22 heures, ça va aussi imputer une manière d'être et de faire dans ma journée pour rendre ça possible. Donc, le simple fait de se dire à quelle heure je me couche ce soir, en fait, ça oblige à prendre conscience de son énergie disponible pour le jour même et pour le lendemain, et finalement à repenser son temps, parce que c'est sûr que si tu avais mal pensé ça et que tu finis crevé à la fin de ta journée, un peu épuisé, et qu'en fait, tu n'as plus que 4 heures ou 5 heures pour dormir, le lendemain, tu auras l'impression de ne pas avoir le temps parce que tu seras extrêmement compressé en termes d'énergie, donc tu vas speeder à droite à gauche, un petit peu énervé. Ouais. Non, c'est bien. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, on serait ravis avec Fabien de vous lire Ah oui, sur votre rapport au temps. bien sûr. Effectivement, est-ce que vous êtes plutôt très contrôlant, bien le gérer, avoir ce bon équilibre? Est-ce que c'était naturel chez vous? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous avez dû faire des efforts? Tout ça, ça dépend aussi évidemment de comment on a été élevé, Bien éduqué, sûr. quelle était l'ambiance dans notre famille, notre personnalité. On est revenu dessus. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que en conscience, et tu l'as très bien dit, on fait son autothérapie en fait C'est vrai. quand on parle de notre rapport au temps. Je dirais que c'est presque le cœur en fait de notre sujet en Ouais. tant qu'humain, notre Ah, rapport au temps, absolument. in fine. Absolument, parce que le temps, c'est l'énergie et l'énergie, c'est de la vie. Donc, finalement, le temps, c'est notre vie, en fait. Je fais un grand raccourci, mais c'est pas si grotesque que de penser ça, quoi. Hein. Oui. D'ailleurs, le surtitre de ton ouvrage, c'est Révolutionner votre vie. Ce livre vous fera gagner du temps. Alors, c'est le titre de ton Ah oui, c'est ouvrage, un titre promesse, hein, c'était très voilà, clair. paru aux éditions First.
Pour suivre l'actualité aussi de Métamorphose, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On partagera, si tu es d'accord, la matrice d'Eisenhower que vous Avec pouvez grand plaisir. retrouver partout de toute façon. Et puis, merci infiniment, Fabien Olicard, d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Je t'en prie, c'est ma petite discussion annuelle plaisante. Oui, alors je le dis pour nos auditeurs, je le redis, on ne s'est jamais rencontrés, même si c'était, je C'est crois, vrai. notre 4e ou 5e épisode. Allez, la prochaine fois, on fera un effort, on se verra dans la vraie vie, comme on dit. Merci beaucoup, Avec Fabien, grand en tout cas. plaisir. Merci Anne. À très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.